Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Le président Patrice Talon a bouclé sa tournée dans le nord Bénin. À Waké, il a porté un message de paix à la population. Dans cette édition, nous reviendrons sur les étapes de Waké et de Djougou. La communauté internationale célèbre ce dimanche la journée des orphelins. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur un orphelinat à Komé dans le Mono. Et puis en sport, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Russie 2018 en Afrique a livré son verdict. Plusieurs grands cylindrés ont été battus. Et merci de votre fidélité. Le rideau sur la tournée du chef de l'État dans la partie septentrionale du Bénin. Après Parakou, le président Patrice Talon s'est rendu dans la commune de Waké où il a porté un message de paix aux forces vives de la cité des Baobabs. Le dénouement heureux de la crise de l'Imamat à Séméré suite à l'implication personnelle du chef de l'État a soulevé un sentiment de grande satisfaction de la Donga. Plus de détails avec Renaud Akabo. Séméré fume le calumet de la paix dans une ambiance de liesse populaire. C'est une foule de grands jours qui a sonné la grande mobilisation à l'arrivée du chef de l'État dans la commune de Waké. La visite du président de la République dans la cité historique des Baobabs revêt tout un symbole. Ce contact direct avec les forces vives de la cité intervient après la crise de l'Imama et point n'est besoin de rappeler l'ampleur de ce conflit. L'union retrouvée soulève ici un vent d'allégresse générale au sein des communautés grâce au franc succès de la médiation conduite par le chef de l'État. Je voudrais, au nom de toutes les filles et de tous les fils de Séméré, et en mon nom personnel, exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, pour avoir décidé de venir ici à Séméré ce jour, parce qu'il s'est impliqué personnellement dans la résolution de la crise de l'Imama à Séméré. Il est vrai, et c'est ma référence, celui qui ne sait pas dire merci à l'homme, ne sait pas dire merci à Dieu. Monsieur le Président de la République, tout fils de Séméré doit se sentir heureux ce jour et éprouver comme moi un soulagement. Car cette crise de succession d'immenses centrales de cette ville dure depuis 2013. Et en 2 séances, marathon bien sûr, vous avez réussi à conduire les protagonistes à trouver eux-mêmes une solution consensuelle à travers le choix d'un de leurs fils, El Hadj Abdallah, comme imam central de Séméré. Votre déplacement de ce jour est pour tous ceux qui ont souffert dans cette crise, Monsieur le Président, un soutien inestimable. Il reste à présent à consolider ce climat de paix et de stabilité. Le chef de l'État a d'ailleurs saisi l'occasion de ce déplacement à Waké pour féliciter les leaders religieux et les fidèles qui ont accepté de transcender leurs différends. Je suis arrivé à Séméré à l'occasion de la consécration de notre réconciliation. J'ai dit notre parce que tout ce qui divise une famille, divise une communauté, divise forcément une partie du pays. Donc nous sommes tous concernés. Je viens constater de mes yeux, je viens sentir par moi-même que désormais, il règne à Séméré la paix et la concorde. Vous avez fait tous preuve de grandeur en acceptant d'oublier le conflit. Votre action de paix honore Séméré. Dieu bénisse Séméré. Dieu nous bénisse tous et nous donne longue vie et bonne santé afin que la paix retrouvée serve le développement. Le conseil communal de la ville de Waké a également saisi l'occasion de la visite du chef de l'État pour soumettre quelques doléances.
En écho à ces diverses préoccupations, le président Patrice Talon a décliné quelques mesures phares contenues dans le programme d'action du gouvernement. Je ne suis plus en campagne. Donc ce que je vous dirai aujourd'hui ne relève pas de la propagande, c'est la réalité de ce que nous allons faire, ce que nous avons décidé. Dans la Donga, à Waké, à Séméré, il n'y aura plus personne qui manquera d'eau, et ceci avant 2021. Le marché et les voies de dessert font partie également de vos priorités. Je vais décider tout seul, alors que je n'ai pas tenu de séance avec les ministres, je vais décider tout seul d'inscrire votre doléance. Que venir à Séméré ne soit plus la poussière, de l'inscrire dans les priorités. Et cette route, monsieur le ministre d'État, on va l'appeler la route de la paix. Unis dans un même élan, les têtes de pont de la communauté musulmane ont invité les fidèles à choisir la voie de la prière pour consolider la paix et l'union retrouvée. Après la ville de Séméré, cap a été mis sur Djougou Centre, dernière étape du périple du chef de l'État dans la région. Hier samedi, au centre Saint-Ambroise de Djougou, les questions de développement étaient au centre des échanges. Le compte-rendu est signé Nourdine Safara. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Consécration de la paix. Qu'est-ce que vous êtes belle. Le président de la République reçu à Djougou. Le maire présente la commune, ses activités économiques et expose les préoccupations des populations. Je voudrais solliciter l'intervention de votre autorité et de tout votre gouvernement pour la réalisation de quelques infrastructures susceptibles d'impulser le développement économique de la commune. Il s'agit de la garantie de l'État pour le financement du projet de construction du marché central de Djougou en vue d'assainir le cadre intelligent commercial de la ville Cameroun. Le bitumage de la voie Béoko, Poindé, Kérou et Banikwa pour faciliter le transport du coton éclairé vers le sud Bénin et désaggraver l'arrondissement de Tokondé, grand producteur de coton et qui abrite également le plus grand marché de bétail de la ville. Djougou est le chef-lieu du département de la Donga. Le nouveau préfet profite de la présence du chef de l'État pour revenir sur les préalables pour une meilleure représentation de l'État dans la Donga. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi de plaider en faveur de la nomination dans les meilleurs délais des chefs de services départementaux des différents ministères au niveau du département de la Donga et de leur installation à Djougou. Ceci faciliterait, j'en suis convaincu, une meilleure représentation de l'État au niveau des départements. Dans le même registre, Monsieur le Président, il me soit également permis d'évoquer la situation du centre hospitalier départemental de la Donga. En effet, ce centre de santé est en construction depuis 2004. Malgré sa mise en service en mars 2014, sa construction n'est toujours pas achevée. Le taux d'exécution des travaux évalue à 56,24% et aucun entrepreneur n'est actuellement sur le terrain. Les populations veulent voir et pouvoir toucher les résultats des actions du gouvernement sur le terrain. Le pouvoir exécutif a mis 7 mois à baliser le terrain et entend démarrer au plus tôt l'exécution de son programme d'action. Djougou, comme toutes les autres communes du Bénin, sera bien servi. J'ai de ma place le bonheur de constater qu'on a prévu plus que nous l'avons fait. Vous avez évoqué la route Sabalou-Djougou. Ça, vous avez entendu, que ce CRS c'est déjà attribué, les financements sont bouclés, donc ça va démarrer nécessairement. La boucle économique dite cotonnière, Djougou, Béoko, Kérou, Banikwa, est déjà une réalité dans le programme. Alors, au plan routier, je crois que le programme aura satisfait toutes vos exigences. Djougou
C'est pas la troisième commune qui a pu peupler du Bénin. Et il est impératif que le marché de Djougou soit à la hauteur, à la taille. Vous avez déjà négocié, je crois, avec des partenaires qui sont disposés à financer, à construire le marché, et vous reste à avoir la garantie de l'État. Nous sommes dans un processus d'accompagnement des communes pour la mobilisation de financement de prêts bancaires au-delà des ressources qui proviennent des impôts de l'État. Ce processus nécessite des conventions, des contrats entre l'État central et les collectivités. Pourquoi? Parce que, malheureux de le dire, la gouvernance dans le pays n'est pas bonne. Nous savons qu'au niveau central, la gouvernance a été trop longtemps une catastrophe. Mais c'est malheureusement pareil dans la gouvernance locale. Et on ne peut pas dire que toutes nos communes au Bénin sont capables de gérer convenablement les ressources qui sont en distribution ou qu'ils mobilisent. C'est bien pour ça que accompagner une commune pour la mobilisation de financement, que ce soit auprès de privés ou auprès de banques, doit relever d'une politique bien réfléchie, bien organisée et bien suivie. Donc, la doléance qui est la porte, qui résout le problème qui nous concerne tous, l'État et le pays dans la commune de Djougou, elle sera satisfaite. Les élus locaux de la Takura et de la Donga, les femmes de Djougou, les têtes couronnées et les autorités religieuses sortent de cette séance de travail avec l'espoir que l'essentiel de leurs préoccupations trouveront des solutions avant la fin du mandat du président Patrice Talon. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines était sur les chantiers des centrales électriques en réhabilitation. Première étape, Porto-Novo, c'était hier. Serge Senandé Ayaka. Au total, 3 centrales électriques sont en réhabilitation. Les centrales de Nati Tengou, Parakou et Porto-Novo. Il s'agit d'unités autonomes de production constituées de 15 groupes. Chacun des groupes débitera une puissance nominale de 2 MW. Et sur le terrain, le travail semble bien avancé. Nous sommes à la phase de préparation du chantier et nous avons commencé à réceptionner les premiers équipements qui sont en train d'être acheminés depuis la Finlande chez le constructeur Varsila. Nous sommes partis pour un timing très serré qui sera compris entre 6 et 8 mois. Et donc après ce délai-là, nous pourrons dire à la population du Bénin que la SBE a maintenant une disponibilité propre de 30 MW. Des 30 MW, 10 alimenteront Porto-Novo, 12 seront disponibles pour Parakou et 8 pour Nati Tengou. La remise en selle de ces unités de production entre dans le plan d'urgence pour enrayer le délestage au Bénin. Vous avez noté depuis quelques mois une accalmie, une amélioration. Et ce travail qui est lancé est de nature à contribuer à rendre durable cette amélioration et non pas quelque chose de passager. Parce que la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte que ce changement d'amélioration que la population est en train de noter et d'apprécier soit quelque chose de long terme, de durable et qui soit définitivement derrière nous. C'est pour ça que j'ai demandé instamment à venir voir de mes propres yeux le démarrage de ces travaux-là et montrer que la parole qui a été donnée par le chef de l'État pour cette transformation, cette parole est en train de se transformer en action. Les prestataires ont rassuré le ministre de leur professionnalisme qui va conduire à livrer les travaux dans les délais contractuels. Après Porto-Novo, cap sera mis sur Parakou et Nati Tengou. Alors que la COP22 se poursuit à Marrakech, au Maroc, et qu'on y parle beaucoup de changement climatique et de protection de l'environnement, au Bénin, l'heure est aux recherches pour la reconstitution et la préservation des forêts. C'est ce que Franck Saint-Saint a exposé par le biais de sa thèse de doctorat en sciences agronomiques. Jean-Claude James. Les arbres renferment beaucoup d'informations et il est possible de prévoir leur croissance, connaître leur histoire à travers le prisme du climat. Les scientifiques l'appellent dendrochronologie, une méthode de datation pour reconstituer les forêts. En Afrique de l'Ouest, il y a encore quelques années, les forêts subissent d'énormes pressions qui peuvent être fatales. Il y a un problème de régénération
au niveau des peuplements ligneux de ces écosystèmes. Quelles sont les causes, les origines de ce problème? Pour répondre à cette question, il nous faut reconstituer l'histoire des phénomènes écologiques qui ont amené à ce résultat afin de proposer des apports de solutions. En proposant de travailler sur l'anatomie des cernes, la démographie des populations d'arbres d'Afrique de l'Ouest, l'impétrant vise un objectif fondamental. La sous-région de l'Afrique de l'Ouest constitue une zone d'importance capitale dans la lutte contre les changements climatiques à cause de l'intensité et de la densité des forêts que nous avons. Après environ 3 heures de présentation et de réponse aux questions, le jury a accepté le travail et attribué à l'impétrant le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences agronomiques avec la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est un reportage d'Ismaël Onsinou présenté par Serge Ayaka. La journée internationale des orphelins est célébrée le 13 novembre de chaque année. C'est une occasion pour sensibiliser le monde entier à avoir un regard bienveillant envers ces enfants vulnérables. Comment vivent-ils dans les centres d'accueil et orphelinats? Qui les accueille? Nous nous sommes rendus à cet effet dans un orphelinat à Komé dans le Mono. Suivez ce reportage de Roch Akwainou et d'Igor Ayosa. Ils sont pour la plupart des orphelins et enfants abandonnés, privés de l'affection de leurs géniteurs. Depuis une vingtaine d'années déjà, l'orphelinat Bethel House de Komé les accueille et leur offre de nouvelles chances de vie et d'éducation. Nous avons des jumeaux, une fille et un garçon, que le père a jeté parce que la maman était allée à l'accouchement et elle a eu le deuxième enfant. Ils étaient des jumeaux, le deuxième enfant par césarienne. Donc le papa a dit que c'est à cause de la fille que la maman a été césarisée. Elle était seule, sans soutien. Et la plaie a commencé par s'infecter parce qu'elle était seule avec la souffrance. Elle a rendu l'âme. Mais le papa a refusé de garder ces jumeaux-là et les a jetés. Et c'est une des tantes qui a vu dans un carton et qui les a amenés ici. Actuellement, les enfants là ont 16 ans. Nous avons aussi d'autres qu'on a jetés dans la rivière, d'autres dans la brousse. Prendre soin de ces enfants est un véritable sacerdoce qui interpelle plus d'un. Nous avons constaté que ces enfants, leur besoin, ce n'est pas seulement la nourriture. Ils ont le même droit que tous nos enfants. Cela leur fait défaut. Nous avons vu là, ils dorment. Nous avons vu que ce cadre-là n'est pas un cadre adéquat. Souvent, c'est des enfants qui sont silencieux. Ils veulent s'exprimer, ils veulent dire des choses, mais ils ne savent pas. Ils n'ont même pas le droit. Ils ont juste le droit de disposer de ce qu'on leur donne. Il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui n'ont même pas de quoi manger. Même un seul repas par jour, difficilement, ils le trouvent. Nous luttons pour que chaque orphelin puisse être intégré dans une famille. Ces enfants sont en peine. Il leur manque beaucoup d'amour, il leur manque beaucoup d'affection et il leur manque aussi de pouvoir survivre par les moyens que seules les bonnes volontés peuvent leur apporter. Eux, membres de l'organisation Bénaissance des orphelins, sont venus dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des orphelins manifester leur générosité à ces 51 pensionnaires de cet orphelinat auxquels les moyens font cruellement défaut. Le 18 octobre dernier, c'était la journée mondiale de la ménopause normale, précoce, tardive ou provoquée. Eh bien, la ménopause est une étape de la vie des femmes, souvent perçue comme une maladie. Mais qu'en est-il en réalité? La réponse dans ce reportage signé Yves Agolopessi et Jean-Claude James. Grande euphorie lors de ces retrouvailles. Parmi ces élèves, les filles constituent de potentielles candidates à une étape obligatoire de la vie. Il s'agit de la ménopause. La ménopause, c'est une méthode naturelle de contraception, mais moi je suppose qu'à un âge donné, la femme est consciente de ce qu'elle ne peut plus concevoir. Donc, nous La ménopause, en fait, c'est l'arrêt du fonctionnement des ovaires, dont l'une des conséquences est l'arrêt définitif des règles. C'est la raison pour laquelle, au sein de la population, les gens confondent la ménopause à l'arrêt des règles.
La ménopause n'est pas une maladie. Bien qu'elle ne soit pas une maladie, la ménopause s'accompagne de certains signes. Le signe le plus connu, c'est les bouffées de chaleur. Au niveau de la peau commence par être ridée, le visage aussi. Et puis également un certain nombre de conséquences sur les os, ce qui va entraîner ce qu'on appelle la décalcification des os ou l'ostéoporose, qui est quand même une maladie grave puisque ça entraîne des fractures dites pathologiques. La dame se lève, elle fait un faux pas et se casse le fémur ou ce qu'on appelle le col du fémur. Mais également, ça comporte des risques au plan cardiovasculaire. Au plan sexuel et psychosocial, des conséquences sont également au rendez-vous. Mais la bonne nouvelle est que la science n'est pas sans réponse. Au plan sexuel, la libido est abaissée, donc le désir sexuel. Et même quand la femme ménopausée va au rapport sexuel, c'est assez laborieux avant que l'orgasme n'arrive. Et quand ça arrive, c'est assez bref et pas intense. Dans la vie courante, elles sont très irritables. Disons qu'elles dépriment. En fait, c'est l'absence de l'hormone qu'on appelle oestrogène qui est à l'origine de ces manifestations. Donc il suffit d'apporter ces hormones à la patiente pour limiter les effets de la ménopause. Si la femme passe par ce carrefour obligatoire de la vie, l'homme n'y échappe pas non plus. Mais dans ce cas, on parle d'andropause. Le sport à présent avec la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018 Zone Afrique. Des victoires, des défaites et également des matchs nuls. Résumé de cette journée avec Blaise Adanko. Dans le groupe A, la Tunisie s'est imposée face à la Libye 1-0. Au classement, les Tunisiens prennent la première place du groupe avec 6 points. La Libye, elle, reste dans le fond du classement avec 0 points, respectivement 2e et 3e. La République démocratique du Congo et la Guinée qui s'affrontent tout à l'heure. Dans le groupe B, le Nigeria a dominé l'Algérie sur le score de 3-1 avec un doublé de Moses. Dans l'autre rencontre, le Cameroun a été tenu en échec par la Zambie, 1 but partout. Le Nigeria reste leader avec 6 points, le Cameroun 2e avec 2 points. L'Algérie occupe la dernière place avec 1 point et la Zambie est 3e. Le groupe C a plutôt opté pour le match nul avec la Côte d'Ivoire qui se déplaçait au Maroc et le Gabon qui recevait le Mali. Pas de but dans ces deux rencontres. Au classement, les éléphants sont toujours leaders avec 4 points. Gabonais et Marocains se disputent la 2e place. Les Maliens, eux, sont 4e avec 1 seul point. Le groupe D maintenant avec le Burkina Faso qui s'est imposé au Cap-Vert et l'Afrique du Sud qui a battu le Sénégal. Le classement de ce groupe donne le Burkina Faso premier avec la différence de but face au Bafana Bafana qui compte 4 points. Le Sénégal 3e et les Cap-Verdiens derniers avec 0 point. Le groupe E pour finir avec l'Ouganda qui crée la surprise en battant le Congo-Brazzaville 1-0. En attendant le choc entre l'Égypte et le Ghana, les Crans prennent la première place du groupe avec 4 points. Le Congo ferme la marche de ce classement avec 0 point. Rendez-vous en août 2017 pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Il faut ajouter que l'Égypte a pris le déçu sur le Ghana cet après-midi par un score de 2-0. Le match se jouait donc au Caire, en Égypte. Avant de nous séparer, quelques informations sur le programme de ce soir. Juste après moi, vous suivrez le magazine Sans commentaire. Et puis à 21h, dossier du dimanche avec Célestin Marat et ses invités. Puis après, le magazine Mon patrimoine, ma richesse sur le bain du Fa. Retrouvez cette édition sur notre site www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous.